Bonjour, chers amis téléspectateurs de Canal 10 de Culture Business. Très heureux de vous retrouver, Patrice Jean, pour vous servir. Pour cette émission, une émission ce qui paraît, vous y êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez les éléments de nourriture intellectuelle pour comprendre ce monde économique. Et à ce qui paraît, vous avez envie que ça continue et vous nous encouragez. On vous remercie pour ça. Nous avons notre site internet qui est bientôt là pour justement vous permettre de retrouver toutes ces émissions par thématique. Ça sera culturebusiness.com. Et aussi, Canal 10 aussi travaille beaucoup sur la partie digitale pour mettre en place une plateforme pour retrouver toutes vos émissions avec une meilleure ergonomie. Alors aujourd'hui, nous allons faire la suite, le numéro 2 d'une série d'émissions qu'on avait commencé avec pour thème « Est-il plus difficile de faire vivre et de développer sa structure en Guadeloupe qu'ailleurs ?» Voilà la question que nous allons poser. Et pour répondre à cette question, nous avons des invités. Mes chroniqueurs, mes chroniqueuses ne sont pas encore là pour le moment. Elles sont bloquées dans les embouteillages, donc elles arrivent et nous allons d'abord débuter et ensuite elles prendront en cours cette émission. Je vais d'abord, on va présenter nos invités. On va commencer par les dames, hein, puisque c'est la coutume. Alors, Céline Jacquin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Tu es la gérante de Excelsia. Excelsia. D'accord. Okay. Voilà. J'ai voulu faire l'option anglais, mais bon. Non, c'est du latin en fait. Ah, c'est du. D'accord, ok. Donc, Excelsia Consulting, qu'est-ce que c'est? Excelsia Consulting, donc c'est un cabinet de consulting, d'accompagnement, de gestion destiné aux chefs d'entreprise et aux porteurs de projets. Donc Excelsia, c'est du latin, ça veut dire excellence haut niveau en anglais. Donc c'est le reflet effectivement du niveau de prestation que l'on souhaite offrir à nos clients. D'accord, donc c'est viser l'excellence. Exactement. Très bien. Et permettre à nos chefs d'entreprise, entrepreneurs, porteurs de projets de viser l'excellence. On a tellement besoin de ça. Justement, on a pendant très souvent pratiqué la danse de la médiocrité. Je le dis, je l'assume. C'est ça, il faut peut-être vraiment qu'on arrive à en sortir pour élever tout ce beau monde. On a Frédéric Pierre-Louis, qui n'est pas encore arrivé, je pense. Non, voilà, là qu'on va voir tout à l'heure. Alors, là, il y a une petite erreur sur mes notes. Comme d'habitude, on va présenter M. Alphonse Girard. Comment ça va? Ben, ça va, c'est plutôt Alfonso. Hein. Alfonso, voilà. Mais là aussi, il faut rectifier. Alfonso Girard. Donc, toi, tu es le gérant de Gospel Café. Voilà. Et tu as aussi une longue expérience dans le monde de l'entrepreneuriat. Tout à fait, tout à fait. Voilà. J'ai commencé il y a fort longtemps en Guadeloupe et dans plusieurs domaines, peut-être qu'on va en parler. Donc, ça va bien sûr de l'audiovisuel à la construction, l'art culinaire et tout. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qui se passe en Guadeloupe. Très bien. On va développer tout à l'heure. Alors, juste à côté de toi, Sandrine Mavert. Bonjour, Sandrine. Bonjour Patrice, bonjour téléspectateurs, bonjour chers confrères. Alors toi, tu es dans le domaine du coaching. Toi aussi, tu as une solide expérience dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tu as envie de transmettre donc, du coaching, de l'accompagnement des chefs d'entreprise. Exactement, parce que je suis intimement convaincue que l'entreprise est la valeur ajoutée de la société. Et donc, j'ai envie de partager cette passion pour l'entreprise qui m'anime depuis mon plus jeune âge. Donc, voilà, issue d'une famille d'entrepreneurs, je tiens à transmettre et à donner envie de créer. Voilà. Très bien. Alors, comme à mon habitude, j'ai toujours le petit pamphlet pour commencer l'émission, le petit coup de gueule. Nous voulons à Culture Business justement avoir le mot juste, avoir le mot, la critique, mais des critiques constructives. Donc c'est très important pour nous. Alors dans le cadre de cette émission, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes des collectivités sur la mise en place de projets pour les forces économiques, pour l'économie. Mais souvent ces projets sont menés en cellule avec des techniciens. Et pourtant ces projets ont une finalité, doivent être au service de l'entreprise. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve depuis des années dans nos contrées,
où on a construit à certains moments des plateaux sportifs et après on se rend compte que les jeunes n'y vont pas. On met un terrain de tennis tel endroit et on se dit je ne comprends pas, ça fait 5 ans personne ne joue au tennis. Donc parce que en fait c'est toujours les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on part, il n'y a pas d'études préalables, on ne rencontre pas les gens qui vont utiliser ces fameux plateaux sportifs, d'accord? Et très souvent on fait les mêmes erreurs et ça continue. Pourtant, on a eu de cesse de dire à un certain moment qu'on n'avait pas le niveau de formation. Il fallait des ingénieurs qui viennent d'ailleurs avec des grandes valises et avec la cravate qui va bien pour faire nos projets. Maintenant, nos enfants, on les envoie faire des études, ils reviennent. Mais malgré tout, on reste dans des logiques où on regarde ailleurs et on produit. Qu'est-ce que ça donne? Les EPCI sont des éléments majeurs de décision sur la prise de décision sur des territoires donnés. Ça veut dire qu'une EPCI qui fait un mauvais diagnostic sur une dynamique économique, ça a des conséquences pour 10 ans. Vous voyez? Et malheureusement, on continue à faire les mêmes opérations. Alors moi, j'ai envie de dire à ces décideurs, ça n'enlève rien de faire de la co-construction. Vous restez maître des choses, vous restez maître en la matière, puisque c'est vous qui êtes des élus. Mais il est toujours préférable de consulter les chefs d'entreprise d'abord avant de mettre en place des dispositifs. Consulter pas une partie des chefs d'entreprise, mais les PME, les TPE, consulter tout le monde avant, de manière à ce qu'ils disent comment ils voient le service que vous voulez mettre en place. Vous voulez mettre en place des accompagnements, mais à destination de qui? Donc il faut peut-être faire la démarche inverse, autre que ce que je vois aujourd'hui, où on a, sur les collectivités, on fait le tour des communes pour expliquer ce qu'on a projeté, nous, et qu'on va mettre en œuvre pour les autres. Il y a peut-être quelque chose à revoir là-dedans. Voilà, je ne dis rien, mais c'est passé. Voilà. On va tout de suite écouter. Si vous voulez réagir sur cette question, vous pouvez. Et ensuite, on va partir du côté des audios, pour planter le décor un peu, entendre ce qu'on nous dit sur les WhatsApp. Si vous voulez réagir. Vous ne voulez pas me suivre, c'est ça? Non, mais juste. Non, mais je ne voulais pas rentrer dans la critique, surtout pas moi. Moi, j'ai mes subventions. Je me souviens quand j'étais à la gestion de l'aéroport, on a eu, je dirais, quelque chose d'assez, c'est-à-dire un assez de duel. Pourquoi? Puisqu'on voulait, au lieu de mettre l'accueil à l'aéroport, certains voulaient mettre absolument des totems. Et ils disaient qu'en fin de compte, en Australie, en Chine, etc., il n'y a pas d'accueil, mais c'est-à-dire rien n'est physique. On met simplement des totems et les gens prennent ceux qui veulent, les papiers, etc. Donc on a dû batailler ferme et avoir maintenant l'accueil à l'aéroport. Mais normalement, ce n'est pas ce qui était prévu. Donc certains d'entre nous, au niveau de la Chambre, on a dû se battre pour ça. Et voilà, donc, et je pense que dans d'autres domaines, c'est exactement pareil. On trouve des choses là, mais sauf que souvent, ça ne correspond pas à la demande, mais on met et après c'est sous-utilisé. Voilà. Sur le cas des déchets aussi, la gestion des déchets, il y a beaucoup à dire, mais on va faire une émission sur ça pour comprendre en quoi le déchet est valorisable. Je pense que c'est par là qu'il faut partir quand on veut créer une économie sur la revalorisation. On part tout de suite du côté du WhatsApp. Justement, Patrice, tu peux appeler, comment il s'appelle, Gilles, et lui demander si on peut l'appeler. Et s'il veut, il va parler de son activité. N'ayant pas eu d'expérience à l'étranger ou ailleurs, je ne peux pas vraiment le dire, mais je trouve qu'actuellement, il y a pas mal de tremplins ici, en Guadeloupe, en tout cas dans mon activité qui est l'apiculture et la location de tentes. Matériel événementiel, je trouve qu'il y a pas mal d'activités, il y a pas mal d'opportunités. Donc, est-ce que c'est plus difficile de vivre de son activité, de la développer en Guadeloupe qu'ailleurs? Avec mon vécu et mon expérience, je dirais non, même s'il faut bien prendre en compte, comme je l'ai dit au début, que je n'ai pas d'expérience à l'extérieur. Je trouve que c'est une excellente question. Et la première chose qui me vient là tout de suite, c'est que nul n'est prophète en son pays. De l'expérience que j'en ai, j'ai eu à faire venir du monde, inconnu au bataillon en Guadeloupe. Et puis,
Et j'ai eu du monde, comme quoi la même communication ne fonctionne pas avec tout le monde, qu'on soit guadeloupéen ou pas guadeloupéen. Donc, est-ce que c'est plus difficile? Je dirais peut-être, parce que je n'ai pas tous les chiffres. Je dirais que ça peut être c'est peut-être plus facile pour ceux qui ont le réseau. Enfin, je pense notamment au réseau politique où ils peuvent faire jouer, ils ont le réseau. Peut-être plus facile. Et même là encore, je ne suis pas sûre. Donc, ce que je crois, c'est que oui, effectivement, c'est plus compliqué. C'est compliqué en Guadeloupe. Ouais. Salut Poxigno, le travail continue, plus on casse pas la famille. Alors, oui, c'est possible de vivre de son activité et de développer en Guadeloupe. Qu'ailleurs, c'est possible. Tu vois, mais il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré et puis il faut être déterminé. T'as vu? Et il faut savoir ce que tu veux. T'as vu? Parce que si c'est pour dire oui, je veux développer mon activité et puis tu te donnes pas les moyens et puis tu es là et puis tu dis que ça marche pas, ça marche pas. On est en France, hein, la Guadeloupe c'est la France. Même si tu es en France, tu es en Guadeloupe, tu peux vivre de ton activité, mais faut être déterminé. Il faut être déterminé de ce que tu proposes aux gens, aux autres, ou je sais pas moi, quelle activité que tu mets en avant. Mais il faut être déterminé. Va où tu veux, mais où tu dois. C'est pareil l'activité. Et si ça marche pas parce que la Guadeloupe c'est la France, ah ben qu'est-ce que je te dis? Si les Guadeloupéens et les Français même en question nous poussent à aller ouvrir des trucs ailleurs, c'est-à-dire nous partis à Londres, en Amérique, en Tunisie, à papa, à gauche, à droite, ben c'est faute en nous-mêmes. Hein. Nous-mêmes, on se donne pas la force. T'as vu, les gens, c'est mauvais oeil, quand c'est bien comme ça. Là, il y a une famille là, boum. Va où tu veux, mais où tu dois. Activité à nous pour développer en Guadeloupe. Tu vois, c'est seulement toi, genre. Moi, je pense qu'en fait, en Guadeloupe, c'est plus difficile de développer son activité en indépendant qu'ailleurs parce qu'en fait, la communauté d'entrepreneurs est moins active. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs d'entrepreneurs, mais il n'y a pas forcément, ça ne se traduit pas par de l'entraide et du networking efficient pour amener des clients, etc. C'est plus, ça marche plus avec des amis que dans les groupes d'entrepreneurs. Et en fait, on est dans un système économique aussi qui n'est pas favorable aux entrepreneurs, que ce soit du côté bancaire, que ce soit aussi du côté de la maturité de certains secteurs où on internalise énormément d'activités au lieu de sous-traiter, ce qui fait que le risque opérationnel et le risque financier est beaucoup plus élevé. Donc voilà, et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'on voit le potentiel qu'a la Guadeloupe, mais que tant qu'il n'y aura pas un vrai fonctionnement en communauté, un fonctionnement communautaire pour pouvoir permettre le développement endogène, eh bien, ça va rester compliqué. Alors qu'ailleurs, on ne s'attend pas forcément à un fonctionnement communautaire, mais il fonctionne vraiment. Alors pour moi, les opérateurs publics ici ne jouent pas leur rôle. D'un côté, au niveau de l'accompagnement, au développement, c'est trop au petit bonheur la chance de qui tu connais, c'est absolument pas normal. Au-delà de ça, il y a des dispositifs qui ne fonctionnent absolument pas. Moi, je regarde à la région, au département, etc., l'accompagnement sur la rénovation de l'habitat. Il y a plein de dispositifs, même si tu connais, qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est un double constat. Le troisième constat, c'est que les opérateurs publics se reposent trop sur les entreprises pour organiser le développement des infrastructures. Je parle notamment, par exemple, dans le numérique et dans la logistique. On attend des entreprises à ce qu'elles développent les secteurs et que sur certains investissements matières qu'ils y aillent presque tout seuls, alors que les infrastructures sont vraiment du ressort
des opérateurs publics. On va pas dire au privé d'aller construire des routes pour que les voitures puissent circuler dessus et qu'ensuite le développement démographique puisse se faire, le développement économique puisse se faire parce qu'il y a plus d'échanges, il y a plus de circulation grâce aux voitures, aux autoroutes. Non, les autoroutes, les infrastructures sont du ressort des opérateurs publics. Il faut arrêter de dire que aussi si on attend trop des opérateurs publics, parce que quand on est du côté du développement d'infrastructures, du développement de la structuration de secteurs pour qu'il y ait un écosystème qui soit plus mature, que les entreprises arrêtent d'internaliser tous les coûts, c'est vraiment du ressort des opérateurs publics. Arrêtons d'être dans un double discours, de dire qu'on est tout le temps en train d'attendre des subventions, tout le temps en train d'attendre de la puissance publique. Je suis désolée, quand il s'agit de l'eau, quand il s'agit des infrastructures, quand il s'agit d'autres domaines, ce sont les opérateurs publics. Ensuite, on a un deuxième volet sur le dysfonctionnement et la toxicité des opérateurs publics, c'est qu'ils ne paient pas à l'heure, voire qu'ils ne paient pas du tout. Il y a certaines mairies qui vous paient à 2-3 ans, et même quand vous connaissez, ils vous paient pas dans les délais légaux. Nommément, par exemple, Sainte-Rose, par exemple, Petit-Bourg, par exemple, il y a d'autres communes comme Saint-Claude, etc., Vieux-Fort. Alors, il y a des communes qui sont certes, et je ne parle même pas de Pointe-à-Pitre, des communes qui sont sous tutelle administratives, mais même au-delà de celles qui ne le sont pas, il y a une évidente mauvaise gestion. Donc ça, c'est un problème qui met tout le secteur économique en péril et qui crée une fragilité structurelle qui est absolument anormale. Alors, pour moi, les opérateurs publics ici ne jouent pas leur rôle. On est de retour. Beaucoup de choses ont été dites, surtout par cette dernière WhatsAppeuse. Je l'ai rebaptisée. Alors, nul n'est prophète dans son pays. Vous allez réagir tout de suite. Je vous laisse. Je sens que tout le monde bondit là. On va saluer aussi nos amis qui sont arrivés. Finalement, les embouteillages ont eu raison de vous ce matin. Oui, beaucoup d'embouteillages. La Riviera embouteillée, Bourg-de-Gaudier embouteillée. Apparemment, il y a une course. C'est pour la bonne cause, c'est une course. Oh non, c'est très bien, c'est très bien. Ça met du dynamisme dans le pays. Mais moi, je suis pour le sport, donc il n'y a pas de problème. C'était difficile. Ouais, d'accord. Alors, on va résumer un peu ce qu'on a entendu. Donc, il faut avoir le réseau, ce qui paraît. Monsieur Alfonso nous dira s'il faut ce réseau-là. Il faut se donner les moyens et être déterminé. Vous avez senti le punch de notre ami qui est producteur, qui fait du son, qui vit sur la métropole et qui fait la France hexagonale, et qui disait qu'il faut, quel que soit l'endroit où on est, meurs où tu... Comment il disait ça? Va où tu veux, meurs où tu dois. Va où tu veux, meurs où tu dois. Va où tu veux, meurs où tu dois. Il disait qu'il faut se donner les moyens, il faut être déterminé, quel que soit l'endroit où on implante sa structure. Ensuite, on dit que la communauté des entrepreneurs est moins active. On va réagir sur ça. Il y a beaucoup de réseaux. Brigitte, justement, et Madame Réseau qui est dans pratiquement énormément de réseaux. Et on dit qu'elles sont moins actives. Tu me diras si c'est vrai ou pas. Alors, le système économique est non favorable. Je pense que ça, c'est une réalité. On dit aussi qu'il y a trop, au niveau des entreprises, on a tendance à tout internaliser. C'est-à-dire qu'on veut tout faire. On veut passer le balai, on veut faire de la comptabilité, on veut aller faire le commercial et tout, au lieu de passer par la sous-traitance et demander une collaboration. Il y a les opérateurs publics qui ne jouent pas leur rôle, selon madame. Et donc on attend trop sur les privés pour bâtir, notamment au niveau des infrastructures, sur les questions de l'eau et tout ça, la force publique devrait prendre sa place. Et pour terminer, les opérateurs publics toxiques qui asphyxient les entreprises avec les paiements de retard. J'en ai fait les frais. Oui, j'ai perdu une société comme ça, avec beaucoup de retard, des dettes, etc. par rapport à ces paiements qui arrivent 6 mois, 8 mois, 1 an après. Voilà, beaucoup d'entreprises souffrent. À vous, maintenant, la parole. Brigitte, comment tu vas d'abord? Je vais très très bien. Toujours ravie d'être avec vous, ravie de revoir de nouveaux invités. Et ravi d'échanger avec la population guadeloupéenne sur le dynamisme économique de notre île. Elle est jolie cette robe. Merci. C'est quoi? Moi j'aime les bijoux. Alors c'est production locale, c'est une jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais qui fait des choses magnifiques.
Ah, mais faut quand... Non, pas la liste des jeunes. Alors quand les gens font des choses magnifiques, il faut qu'on donne leur nom. Hein. Je vous ramènerai le nom et on va l'éviter. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant. Il y a un grand nombre de jeunes femmes et de jeunes hommes aujourd'hui, enfin je dis jeunes, oui, de jeunes personnes, qui font de l'artisanat local de qualité. Et donc ça, il faut le préciser. La robe, ça fait un peu patrimoine, revisité, c'est ça? Je me trompe ou pas? Non, pas du tout. C'est vraiment cela. C'est un peu de dentelle, du coton, de quelque chose de simple, mais on va essayer d'être ça fait ça, non? Ça fait Voilà. Voilà. François Aimé qui nous a ramené le soleil. Et voilà, il fait moins chaud. Tu vois, vous avez vu, il y a du soleil, mais il fait moins chaud. Voilà. Alors, maintenant, oui? Oui, moi je voudrais réagir en fait quand on a entendu toutes les interviews, tous les témoignages là. WhatsApp trop trois. Les WhatsAppeurs, les WhatsAppeuses, n'est-ce pas? Ce que je retiens, c'est en dépit du fait que certains d'entre eux disent qu'il est difficile ou pas de créer et de vivre de son activité en Guadeloupe, c'est la détermination. On sent qu'il y a encore l'envie, il y a encore la volonté, enfin il y a la volonté d'avancer, de mener à bien le projet et de continuer en dépit de tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Et ça, je trouve que c'est primordial en fait, parce que c'est ce qui permet de faire avancer une structure, de faire avancer un pays, de développer une économie. Très bien. L'état d'esprit, il est très positif. Allez-y, chers amis, vous êtes chez vous, hein, réagissez. Alors, je suis tout à fait d'accord sur cette notion d'état d'esprit. Pour moi, c'est effectivement la base d'une démarche entrepreneuriale. C'est d'ailleurs le point de départ dans tout accompagnement que j'ai avec mes porteurs de projets. Ce que je leur dis, pour moi, la réussite d'un projet dépend de deux facteurs. Justement, la personnalité du chef d'entreprise, du futur chef d'entreprise, et également de la pertinence de son idée. L'état d'esprit, c'est le début. Si on n'a pas le bon état d'esprit pour avancer, pour se dire déjà, d'une première chose, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? C'est la base. Ensuite, ok, je suis fait pour ça parce qu'il y a des outils pour permettre de le savoir. Déterminer le fait que oui, j'ai peut-être des lacunes, j'ai peut-être des besoins, j'ai besoin d'être formé, j'ai besoin d'être accompagné justement pour arriver à la réussite de mon projet. Pour moi, ça c'est la base, l'état d'esprit. C'est la mission, la vision qu'a cette personne. Ouais, c'est ça. Céline, nous avons souvent des gens, surtout dans notre pays, par rapport aux questions de chômage, qui se retrouvent comme entrepreneurs de fait. Ils n'ont pas vraiment choisi, c'est-à-dire qu'il y a eu un licenciement ou une entreprise qui ferme. Moi, je suis bon ébéniste et tout. Je suis doué de mes mains, donc je crée ma structure. Je crée mon emploi. Donc ces personnes-là, selon toi, quelle est l'orientation qu'ils doivent prendre? Puisqu'ils ne sont pas spécialement doués dans le monde de l'entreprise, ni voulu spécialement créer, ils n'ont pas rêvé d'être entrepreneurs. Oui, ils se retrouvent à ce moment-là lancés dans le bain, de fait, effectivement. Maintenant, à un moment donné, je pense c'est important de se poser dans sa vie d'entrepreneur. Même, on est lancé, oui, on n'a pas le choix, on est licencié, on se dit, ok, je suis bon ébéniste, voilà, je crée mon entreprise. Mais à un moment donné, on se pose et on constate effectivement les faits et les chiffres, parce que ce sont toujours les chiffres qui nous donnent la solution, n'est-ce pas, Français? Mais tout à fait. Voilà. Et à partir de là, se dire, j'ai des solutions qui sont à ma portée, je peux me faire accompagner. Et ça, il faut aussi que le chef d'entreprise aille à la recherche de l'information. Oui, on arrive dans ce monde-là, mais contrairement à ce que disait l'une des WhatsAppeuses, où elle disait qu'il n'y a pas de communauté d'entrepreneurs, où elles sont moins actives, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a beaucoup de communautés d'entrepreneurs, il y en a énormément qui font beaucoup de choses, qui communiquent énormément un peu dans tous les sens, et l'information, elle est là. L'information, la formation, l'accompagnement, il est là. Maintenant, il faut avoir aussi, je pense, l'humilité quelque part en tant que chef d'entreprise de se dire à un moment donné, j'ai besoin d'aide. Voilà. Alors, Alphonse, justement, Alfonso, Gira, hein. Oui, tout à fait. Voilà, je voulais te demander, justement, par rapport à ces chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés, on a parlé off de la dimension de celui qui peut avoir plusieurs activités, plusieurs cordes à son arc, mais qui, sur la question de la gestion, sur ces questions qui peuvent être embarrassantes, déjà on a appelé ça paperasse, un mot péjoratif qu'on a associé à une structure qui est très importante dans l'entreprise, mais nous, non, paperasse. Donc, ça veut dire, par définition, c'est déjà compliqué.
Et on a toujours tendance à dire ça, à le véhiculer dans la rhétorique collégiale. Hein. Ah, ça raide, on est entreprise, ça raide, hein, ça raide. Hein. C'était un état d'esprit. Comment on déconstruit tout ça? Voilà. C'est-à-dire, l'une des premières choses qu'on a parlé notamment de l'ébénisme, je pourrais prendre par exemple le boulanger. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, ces horaires ne correspondent pas à ceux des communicants. Vous voyez, un boulanger commence à 1h du matin. Il n'a pas d'heure pour terminer, ou bien quelquefois il termine vers 20h. Donc il a très peu de temps pour rencontrer les autres. Quand il veut rencontrer un communicant, en général, il a le temps peut-être entre midi et 2, et souvent ces structures-là sont fermées entre midi et 2. Donc ils ne se rencontrent pas. Et je pense que les structures qui existent, qui peuvent aider, je pense que ce sont ces structures-là qui doivent aller à la rencontre d'eux. Puisque eux, ils peuvent, c'est-à-dire c'est le temps qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire même quand ils essaient de trouver le temps, ils n'ont pas le temps. Et quelquefois, ils ont le temps le week-end, par exemple, mais tout le monde est fermé le week-end. Est-ce que ce n'est pas une question de confiance? On va écouter Fonsémé d'abord. Oui. Je veux dire que si c'est un bel exemple que vous prenez, parce qu'en fait, c'est très souvent comme ça, oui. Même s'il n'est pas boulanger. Oui, tout à fait. Donc je veux dire, il y a le maçon, quelquefois, il y a... Quand j'entends quelqu'un parler comme ça, un entrepreneur parler comme ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation à la base. Gestion du temps. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, allons à la source de la problématique pour résoudre la situation. Parce que très souvent, c'est juste un petit réglage qu'il faut. Oui. Mais il faut prendre le temps. Parce que personne ne le prendra pour vous, et c'est vous le chef d'entreprise. Et je rejoins tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, qui a été dit l'autre émission, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Oui, tout à fait. Un chef d'entreprise, il est là pour prendre des décisions, pour faire des choix. Il n'a pas forcément la tête dans le guidon et dans l'exécutif. Donc, il doit avoir une équipe autour de lui, même si c'est une société où on voit seulement le chef d'entreprise, mais il y a toute une équipe derrière. Oui, ça, c'est clair. Alors, j'adore ce que tu viens de dire et je vais rebondir dessus. Un chef d'entreprise aujourd'hui, qu'il soit 1, 10, 25, il est soumis à la même réglementation qu'une multinationale. Donc, à charge pour lui de s'organiser. C'est peut-être dur ce que je dis, mais je pense qu'il faut déjà que le chef d'entreprise, le maçon, le boulanger, le plombier, l'avocat, le médecin, parce qu'ils sont soumis à la même réglementation et ils ont les mêmes problématiques. Sauf qu'on voit le médecin à l'opposé du maçon, mais ce sont de belles polarités. Donc, il est important qu'on comprenne fondamentalement qu'il y a l'exploitation et les obligations de l'entreprise, quelle que soit la forme, la grandeur. Et il est important que le chef d'entreprise se rende compte qu'à un moment donné, il est boulanger, mais ce jour-là, il y a une manifestation importante à laquelle il doit participer, il doit passer le relais si possible. Je dis bien si possible, à l'impossible nul n'est tenu, messieurs, dames, mais c'est important quand même de se rendre compte qu'on ne peut pas être que boulanger quand on a sa structure. Quand on est salarié, on est boulanger, c'est son problème. Quand on est entrepreneur et qu'on est boulanger, on est boulanger. Il y a la partie technique pratique et il y a la partie administrative qui est importante. Pour revenir sur ce que disait notre ami Girard, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations professionnelles. La Chambre des métiers a fait un énorme travail d'organisation de ces organisations. Je pense que c'est une solution puisque l'organisation professionnelle regroupe des gens du même métier. Ça veut dire que si c'est des boulangers, c'est que des boulangers. Et elle va à l'information. Ça devrait être ça. Je ne veux pas dire que ça fonctionne bien aujourd'hui, mais ça peut être une idée, c'est-à-dire qu'il y a une organisation des pêcheurs qui va à la source, aller chercher des informations au niveau de la région, quel dispositif, etc., et qui redescend. Mais comme ce ne sont que des pêcheurs, ils ont la problématique de temps, elle est absorbée, puisqu'ils vont faire les réunions à un moment où tout le monde peut. On connaît bien la problématique de temps, etc., la question du repos. Donc ça peut être une solution ou pas, Fonsémé? Ça peut être une solution pour certains. On va dire ça comme ça, selon la filière. Mais je pars du principe que lorsqu'on prend la décision d'entreprendre, on est déjà dans le bain, comme Céline disait, on a une responsabilité. On a signé pour quelque chose. OK. On n'a pas signé pour juste être boulanger et avoir la tête dans la farine. On a signé pour créer une entreprise rentable. Surtout. On est d'accord. Cette notion de rentabilité, et moi, j'ajoute une autre notion dans ma définition de l'entreprise et qui peut fonctionner sans moi. Ouais. Surtout. Parce que mon entreprise est à niveau A aujourd'hui, mais quelle est ma vision? Dans 10 ans, dans 5 ans, est-ce que je vais la vendre, je vais la céder, qu'est-ce que je vais faire?
Et nous, on entreprend en Guadeloupe beaucoup, c'est vrai. Il y a la détermination, la volonté, mais, parce qu'il y a un gros mais, pour moi, je ne peux pas ne pas le dire, on entreprend, mais on a la tête dans le guidon. Deuxième chose, oui. Je vais rajouter tout de suite pendant que j'ai la parole. Je vais prendre ça aussi. Quand tu dis 1, 2, on ne peut pas t'interrompre. Voilà, c'est ça. Deuxièmement, c'est le manque d'éducation financière. Alors, je dirais éducation de l'entreprise d'une manière générale et financière plus particulièrement. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est de l'INSEE. D'accord? C'est dans le dernier rapport, ça figure. On est d'accord. Donc, pour vivre de l'entreprise, de son activité décemment, on va dire ça, il y a des conditions. On vient de les évoquer tout à l'heure, mais pour te répondre, je ne pense pas que quand il y a des groupements professionnels, c'est la seule solution. Parce qu'on est responsable de son entreprise, on va chercher la solution, l'information. Alors, je voudrais rajouter qu'on a un gros défaut en tant qu'entrepreneur et c'est que nous n'allons malheureusement pas vers d'autres entrepreneurs pour leur demander, alors pas comment ils font dans leur entreprise, mais leur demander leur essence même et partager avec eux sur nos difficultés. Malheureusement, très souvent, nous vivons, et tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur, la solitude du dirigeant. Ça veut dire qu'il ne sait pas. Et bien, il continue à faire son pain parce qu'il faut le vendre tous les jours. Sauf que si tu ne sais pas, à un moment donné, tu ne pourras plus faire de pain, tu ne pourras plus le vendre. Il y a quelque chose qui sous-tend tout ça. Attends, je vais dire 3 choses. Voilà. 3 choses, c'est pour bien que ne m'interromps pas. Donc, alors, non. Là, j'ai l'impression qu'on est à New York, là. Vous savez qu'on est en Guadeloupe. On n'est pas à New York, on est en Guadeloupe. Nous sommes en Guadeloupe. Parce que j'ai entendu parler de prospérité. Est-ce que les gens d'entreprise en Guadeloupe, quand ils créent sa structure, ils s'imaginent prospères? Oui, tout à fait. Mais ils devraient. Alors, s'ils n'y pensent pas, ils devraient. S'ils n'y pensent pas, ils devraient. Il a dit 3. Il a dit 3. On attend 3. Ensuite, il y a la question de la confiance, les amis. Est-ce que moi, quand Yann, comme ça, bon, ça vous, bon en technique, moi, bon en administratif, en nous montons en société ensemble, est-ce que Yann a fait moins confiance? Si par exemple, Yann a roulé en Q7, moi, a roulé en Monticlio, ah, pour Yann a roulé. Ah ouais, Yann qui prend. Est-ce que on est en Guadeloupe, hein? Non. Parlons de tout ça aussi. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que des fois on s'isole? Parce que si on met moins, en regroupé, moi par exemple, je prends un exemple, moi dans mon quartier, même, il y a au moins 5 menuisiers. Le type, c'est ça, il aurait lamenté, il a fait menuiserie. Ils se sont jamais mis ensemble. Ils ont monté chacun leur structure, même pas mutualisé pour acheter un camion. Ou bien prendre des salariés et monter une GIE. Rien. Et ils ont fait 20 ans de carrière. C'est un problème culturel chez nous. Eh ben c'est ça que je oui, mais il n'y a pas que choses. ça. Il ne faut pas non plus, faut pas qu'on reste dessus, bloqué dessus et qu'on se limite à ça. C'est clair que dans notre culture, il ne faut pas dire voisin là, pour ne pas voler l'idée ou pour ne pas prendre. Mais aujourd'hui, messieurs, dames, on ne va pas revenir il y a 30 ans. Hein. Il est temps aujourd'hui de changer nos mentalités et notre façon de faire, puisque nous faisons tous le même constat. Le constat est que nos entreprises sont vives, mais ne sont pas toujours viables et n'arrivent pas à se développer. Pourquoi? Pourquoi les autres réussissent et pas nous? Alors, peut-être qu'ils ne réussissent pas, mais pourquoi nous, on ne peut pas réussir? Donc, il y a une façon de faire aujourd'hui, il y a une façon de penser et il y a une façon de il est important de s'éduquer. Merci pour la partie financière, c'est encore un autre débat, mais il est important de s'éduquer. Et s'éduquer à tout niveau. Français, mais après, vous allez faire le lien entre ce que Sandrine disait et ce que tu disais. Qui n'a pas entendu ça? Qui raconte ses peines, raconte ses métiers? On est bien d'accord, ça fait partie. Qui j'ai dit ça? Ça fait partie des mais c'est l'habitude. Donc la première étape pour moi, c'est faire transformer cet état. Oui, parce qu'on a de bons proverbes, mais on a aussi des proverbes qui nous limitent. Ah, c'est clair. Et t'as là qui fait partie des proverbes qui a limité nous sérieusement. Brigitte. Alors, toute cette discussion amène à ce dont on a parlé tout à l'heure, la notion de réseau. Et donc, quand on disait l'isolement de l'entrepreneur, une des WhatsAppers disait qu'il n'y avait pas suffisamment de réseaux. Moi, je pense qu'il y en a énormément. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de rencontres. Et justement, l'idée, c'est que les entrepreneurs, les porteurs de projets aillent vers ces réseaux. Parce que pour pouvoir monter du business, il faut d'abord avoir confiance en l'individu. Il faut d'abord le connaître. Donc, dans le cadre des réseaux, on apprend à connaître les gens. On apprend à échanger. Et ce n'est que lorsque
les connaît, qu'on peut se dire, on va faire du business. Je ne vais pas rencontrer madame ou Patrice aujourd'hui. Ah ben tiens, tu es dans le même domaine d'activité que moi. Bon, on monte une entreprise, on passe des achats ensemble. Non, il faut apprendre à se connaître. Ça peut aussi se faire comme ça. Oui, ça peut se faire. Ce sont des coups de foudre. Oui, non, mais ça peut se faire. Mais il est quand même préférable de mieux... On apprend à connaître l'individu et après, on passe à une étape supérieure. Et juste en Asie, quand on regarde les Asiatiques, c'est ce qu'ils font. Avant de signer un contrat avec vous, mais on va discuter, on ne va pas discuter business, voilà. On va qui manger, qui tu es, voilà, qui tu es, on va aller à une soirée ensemble, et ce n'est qu'à troisième, quatrième. C'est bien ça. On passe à la... Céline et ensuite Gérard. C'est ça, je vais amender dans le sens de Patricia. Brigitte. Quoi Patricia? Je ne sais pas. Bref, je vais abonder dans le sens de... Ça doit être ça. Je vais abonder dans le sens de Brigitte sur cette notion effectivement de confiance. Je fais partie d'un réseau professionnel qui s'appelle le BNI et au sein de ce réseau justement, l'objectif est d'aider les membres à développer leur chiffre d'affaires via la recommandation. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Comme tu le disais à juste titre, la confiance doit s'installer. Et justement, dans le cadre de ce réseau, nous accompagnons nos membres à évoluer, à apprendre ce qu'on appelle le VCP, la visibilité, qui amène à la confiance et qui amène à la profitabilité. Okay. C'est la base en fin de compte, parce qu'effectivement, on va pas... Ce que tu appelles la profitabilité, c'est quoi? La profitabilité, c'est de pouvoir avoir un business rentable, avoir un business... Gagner de l'argent. Tout simplement. Voilà, c'est pour ça. Non, mais il faut, les amis, il faut le dire. On est dans la culture business parce que très souvent, justement, les gens, il ne faut pas montrer ce qu'on fait. Comme si, en fait, avoir de l'argent, c'est que c'est un... Là aussi, c'est culturel. C'est ça, le rapport à l'argent, c'est culturel. Il ne faut pas, comme disait Sandrine, il ne faut pas un tel savent qu'un café parce que, bon, il peut mettre saucier, il peut mettre un petit... C'est tout ça en fin de compte. Mais il faut qu'on arrive à dépasser ça puisque ça nous met des freins. Nous sommes bloqués par rapport à ça. Ailleurs, ils réussissent. Si on prend l'exemple des Américains, même si bon, voilà, c'est tout le contraire. On montre ce qu'on fait justement. Et c'est ce qui permet d'avancer de plus en plus. Mais il y a un adage aussi, vous allez réagir sur ça, surtout quand on a des employés. Et Gira va nous parler de ça. Justement, tu as eu l'occasion de gérer une boulangerie. Le chef d'entreprise, lui, des fois, est choisi de ne pas acheter de voiture, de ne pas être dans l'ostentatoire parce que ça va causer des problèmes, parce que on est l'argent. Mais qu'est-ce qui a risqué? Qu'est-ce qui prend le risque? Qu'est-ce qui a investi? Vous voyez, des fois, le salarié même voudrait avoir les mêmes avantages que celui qui lui, porte l'entreprise et est responsable juridiquement. Tout à fait. Mais pas seulement le salarié, mais aussi le client. Le client, s'il voit que vous venez d'ouvrir, vous avez une Mercedes, ça le dérange. Il va dire, oh, si vous venez ça, je ne pas acheter un main. Et donc, moi, je l'ai vécu, pas avec celle-là, avec une autre société que j'avais. J'ai acheté une voiture Mercedes, mais c'était aux enchères, un truc pas cher. Mais c'était trop clinquant. Et j'ai dû revendre ça. La clientèle, ça posait. Voilà, et prendre une fourgonnette, et ça me ressemblait. J'ai gagné mes clients comme ça. Donc, puisque la fourgonnette va avec ce que je fais. L'image. Voilà. Un boulanger qui a une fourgonnette, c'est normal. Mais un boulanger qui a une Porsche, c'est pas normal. Ça va dans les deux sens. Ça veut dire que les entrepreneurs qui mettent des prix très bas, justement, l'image qu'ils donnent à leurs clients, c'est que il y a Barada et il y a Diva. Oui. Donc si je vais à Barada, ça va coûter 5 €, mais si je vais à Diva, ça va coûter 350 €. Mais c'est pas la même dignité, on est d'accord? Donc je vais chez Diva 4 fois. Chez Barada 4 fois dans l'année, d'accord? Donc l'image qu'on a, notre rapport par rapport à l'argent, je pense que quand on entreprend, on prend la décision d'entreprendre, ça veut dire qu'on a pris la décision aussi de faire fi du candidat, de faire fi de tout ça. Parce que sinon, nous payons avancer pour moi. Oui, peut-être, mais c'est-à-dire alors. Lui, ce qu'il dit important, c'est sa clientèle. C'est sa clientèle, c'est pas c'est pour ça que je parle de la clientèle. J'ai bien compris. Tout à l'heure, on a parlé de comment ça s'appelle avec elle, on a parlé d'entreprise en disant que nous sommes très éclectiques dans ce que nous faisons. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Alors, il y a une vision de soi, mais il y a la vision de l'autre. L'autre qui te voit avoir exercé, par exemple, 10 métiers, dit, même ici en couillonnade ou bien... instable. Il est instable. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé dans plusieurs structures. Donc, on a déjà une image de l'individu, de l'homme, du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est celui qui fait
qu'une chose. Si tu es boulanger, on a pris cet exemple-là, pas fait menuiserie, puis le gars dit, ça me c'est qu'à faire aussi. Vous voyez? Donc on n'accepte pas. Mais c'est pour ça nous là. Alors, mais alors qu'on va l'accepter, alors qu'on peut l'accepter, on va l'accepter chez l'autre. L'autre qui va travailler, qui va avoir l'automobile, qui va, vous voyez un peu ce que je veux parler. Mais regarde, mais ça ne dérange personne. On peut le dire, du business, on peut dire. Oui, voilà. Non, c'est vrai, c'est là où on est. C'est ça. Oui. Alors, on va parler justement de. Je vais vous lancer sur la question du marché captif, et les questions d'hégémonie aussi. On va parler de ça, mais avant tout, c'est vrai que quand on te dit pour monsieur Nissa, il y a un problème, quoi. Ouais. Soit c'est au cas du comme ça, soit il est de ma commère. Ou bien il a fait. Non, mais c'est ce qu'on entend. Ou bien qu'avant drogue. Il y a aussi qu'a fait manier, mais qu'a fait. Tu vois, parce qu'il faut une justification. Vous ne pouvez pas être un génie des affaires, il ne peut pas les lire. Mais moi, j'entends ça, des fois, je suis outré d'entendre. Comme si un bouc ne peut pas fort là. Si un Guadeloupéen peut être très bon là-dedans, et il y a beaucoup qui réussissent. Et peut-être que le fait qu'à chaque fois qu'on se dise vivons heureux, vivons cachés, ça contribue à dire, à faire comprendre à nos pères que réussir, c'est que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai juste envie de vous dire d'être soi-même. Tout simplement, de faire ce qu'on a envie de faire et d'arrêter. Alors, il y a une infirmière en soins palliatifs il y a quelques années qui a fait une étude avec des gens qui étaient au dernier stade de leur vie. Et ces gens disaient que leur plus grand regret, c'est de n'avoir pas fait ce qu'ils voulaient dans l'instant. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai plus... alors, il n'y a pas si longtemps que j'ai adopté cette posture-là, mais j'ai très envie de vivre ma vie et j'ai pas le temps de regarder. Je suis désolée, j'ai pas le temps de regarder autour de moi. J'ai tellement de choses à faire dans une journée pour moi et pour ceux qui me sont proches et pour aussi ceux que je peux accompagner que je n'ai pas le temps de regarder. Alors, je m'intéresse aux réseaux, je m'intéresse aux actualités, je m'intéresse aux choses qui me font moi avancer. Quand je ne sais pas, alors ma voiture, si elle ne m'est pas utile dans mon métier, j'aurai 2 voitures. Et pourquoi pas? Et j'en aurai 10. Et qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une voiture d'exception? Enfin, je veux dire qu'il faut aussi qu'on déconstruise cette petite mentalité qui nous enferme et qui nous empêche d'être des entrepreneurs aguerris. Nous avons tous le droit d'embrasser tous les corps de métier. Et qu'est-ce qui nous dérange? Qu'est-ce qui dérange? François, mais ensuite, après, vous allez me répondre sur la question du marché captif et l'hégémonie dans ce pays-là, ce petit pays. Très souvent, on dit que les autres nous voient comme ça. Mais j'ai l'impression que nous-mêmes, nous voyons déjà comme de très bons sportifs, ça c'est bien, de très bons artistes, ça c'est super. Mais il n'y a pas que. Et c'est nous-mêmes qui devons ouvrir le champ des possibles au lieu d'attendre que les autres nous reconnaissent en tant que tels. D'accord? Et il y a une autre chose encore, on dit souvent, Neni Wani règne dans son pays, moi je suis roi et règne dans mon pays. Parce que moi j'ai décidé, c'est une décision que j'ai prise. Hein. Oui. J'étais à l'extérieur, je brillais aussi, mais j'ai décidé de briller chez moi. On comprend mieux tes habits. Pourquoi j'ai décidé de briller? Parce que je me suis rendu compte que lorsque je brille, ça inspire les autres. Merci. Et lorsque les autres sont inspirés, ils passent à l'action. Donc si je veux développer mon territoire, je commence par briller moi pour inspirer les autres. Si chacun fait ça dans notre quartier, dans notre rue, dans notre secteur d'activité, je pense qu'à nous 5 là, on va réussir quelque chose. C'est une phrase de Marcus Garvey qui dit que si vous voulez qu'on vous voit grand, il faut commencer par vous-même vous voir. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait, c'est la base. Et pour compléter, en fait, je dirais qu'il faut qu'on reconnaisse notre propre domaine d'expertise. Voilà. Dès lors qu'on reconnaît qu'on est expert dans un domaine, on le valorise et on le monétise à sa juste valeur. Et c'est surtout ça. On a tendance à sous-estimer nos capacités, le syndrome de l'imposteur. Ah non, je ne pourrais pas. Ah non, je ne suis pas légitime. Ah non, si. Il faut juste reconnaître sa valeur et la monétiser à sa juste valeur. Son domaine d'expertise, pardon, la monétiser. Je vais poser la 3e fois la même question. Est-ce que par rapport à quelqu'un qui entreprend en Guadeloupe, le fait de savoir que le groupe X à 1750 sociétés, le groupe Y est partout et contrôle le marché de l'immobilier, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas un frein aussi, cette insularité, cette mauvaise distribution des cartes? Peut-être. Je vais répondre, mais je ne vais pas répondre de la manière dont on attend. Parce que trop souvent, on fait un constat. Vas-y. Et passons
outre ce constat, oui, c'est vrai qu'il y a des monopoles, oui. Et alors? C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce monopole? Est-ce qu'on reste là, on continue de se plaindre et on se dit, ah ouais, mais c'est vrai, hein, on peut faire ça, on peut faire ça. On ne va pas s'en sortir comme ça, d'accord? On va s'en sortir en se mettant ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin. On va revenir sur ça. C'est ça, on revient ensemble. Brigitte. Tout à fait. Alors, je dirais aussi... On s'occupe pas d'eux. Ensemble, on va C'est plus pas qu'on loin. s'occupe pas d'eux, parce qu'il faut nous s'inspirer d'eux aussi, parce qu'il y a des débutés qui vont. Alors, moi, quand regarde bien, quand il y a fait. Tout à fait. Alors, ensemble, on va plus loin. Ceux qui ont parlé tout à l'heure d'état d'esprit, c'est la vision que l'on a. Si on a une vision très limitée de son business, on se dit, on fait une petite entreprise, comme l'habitude de dire. On est anti-entreprise, donc petit marché là, c'est rien qui Guadeloupe. On n'ose même pas se dire qu'on ira voir la Martinique, et encore moins la Caraïbe. Si on a une vision limitée, le business sera limité. Si on a une vision beaucoup plus large et on se projette vers l'international, on se projette. Alors bien sûr, il faut structurer, bien entendu, mais il faut déjà avoir cette envie et cette vision. Et la vision, elle est déterminante dès le démarrage de la structure. Dès lors qu'on pense projet, il faut avoir une vision qui va au-delà de son petit périmètre de quartier ou de Guadeloupe, quoi. Je pense que c'est surtout tout à ça. fait. Oui. Mais par contre, c'est-à-dire, ce que je remarque, c'est que quelquefois, enfin, ça dépend de votre portefeuille, la ville va se structurer autour de vous, en fonction de votre portefeuille. Quel portefeuille? Client? Non, de votre portefeuille, c'est-à-dire Capacité financière? voilà. Et Qu'est-ce que tu veux dire, quand vous Tu peux n'avez... expliquer? Ah, oui, tout à fait. Et quand vous n'avez pas ces moyens-là, c'est vous qui vous articulez autour de la ville. Je prends un exemple. Je prends l'exemple Millénis. Mais la ville est structurée autour de Millénis, mais pas Millénis autour de la ville. Alors que moi, par exemple, je vais créer un centre commercial. Ben, je vais créer toute ma structure puisque on ne va pas l'articuler autour de moi. Parce que je n'aurai pas cette force financière pour dire, bon voilà, moi je pèse tant, je vais créer ça, et voilà. Donc je ne sais pas, moi c'est ce que j'ai vu. Moi j'ai vu d'autres, je prends l'exemple de Rambina Issin par exemple, à Petit Canal, qui a créé une structure, mais rien n'est tourné autour de lui. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de ceci, la route n'est pas en fonction de lui. C'est-à-dire c'est lui qui va tout faire, puisque la ville ne s'articule pas autour de lui. Il n'a pas le réseau. Vous voyez? Alors que, par exemple, demain, on décide de faire un grand centre, mais détenu par autre personne, mais l'éclairage, les routes, les trucs, toutes les structures vont être faites autour de ce projet. On prend notre exemple. On prend notre exemple. Cochon Plus. Quand on a commencé, on n'avait pas de route. Aujourd'hui, ni route. Oui, mais sauf qu'on va fermer ça. Lorsqu'on va fermer cette route. Nous pas encore là. On nous voit pour à présent. Ah oui, parce que mais il a fait un travail pour arriver jusqu'à ça. Oui, non, mais n'empêche que ça, c'est... Tu fais avant pour aller à Cochon Plus. Oui, tout à fait. Mais je parle de la route qui est là. C'est juste, vous voyez bien que c'est temporaire, que ce n'est pas... Oui, on voit bien que c'est temporaire, mais les choses évoluent. Et puisque normalement, il faut faire tout le tour pour aller, etc. Donc on tolère. Mais normalement, sur une route aussi rapide, on ne peut pas créer, sur une route à 2 voies comme ça, on ne peut pas créer de structures comme ça. Donc on a accepté, mais on voit que ce n'est pas articulé autour d'eux. Je parle de l'articulation. Francine, est-ce qu'il y a Céline, il y a un problème. Francine, es-tu? Avec qui tu... Enfin, Céline, je vais fermer ma bouche. Oh, écoute, change de nom. Non. Là, il faut... J'ai eu la même proposition hier de changer de prénom. Dira appeler Brigitte Patricia. Ma maman a choisi, donc je garde celui-là. Bon, il faut rigoler. Bon, Céline, est-ce que dans nos latitudes, il y a l'ambition là? Oui, mais 1000 fois oui. Depuis que j'ai commencé mon activité, parce qu'avant Attends, je vais reformuler. Oui. Je veux bien dire, il y a beaucoup de gens qui créent leur société par rapport à la conjoncture, par rapport aux difficultés. Il faut une famille. Oui. Donc, il y a dit, mais on ne peut pas faire ça comme ça, il faut des vies, on peut faire des vies. Enfin, inscris-moi alors. Ah. Oui. Mettez entrepreneur. Très souvent, ça arrive. Hein. Là, beaucoup de TPE, c'est très souvent ce parcours-là. Enfin, c'est mieux ne me dira pas le contraire. Ouais. Est-ce que cette personne-là qui construit, bâtit son structure dans ce cadre-là, a de l'ambition? Quand je dis ambition, ça veut dire, regardez les Américains, c'est le sky is the limit, et il y a créé une société, mais c'est le million. On veut le million. Il faut l'avoir aussi au départ.
C'est pas sûr. Il y a ceux qui ont trouvé les bonnes personnes qui n'avaient pas. Il faut avoir le million de ventes. Non, pas ça. Non, mais pour l'investissement. Non. Il faut avoir quelque chose pour l'investissement. Mais non, et je m'inscris en faux. Tout à fait. Mais n'empêche que la plupart des TPE, la plupart des TPE, alors, la plupart des TPE commencent avec leur fonds propres. Ah oui. Oui. Voilà. Oui. Et donc voilà, et quelquefois c'est un frein quand quelqu'un n'a pas. Alors pour moi par exemple, ça a été structuré autrement, puisque depuis petit, mère, puisqu'elle avait sa petite structure sa structure de sorbet, etc. Attention, tu vas te faire dire. Elle disait toujours amasse ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. C'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, commence par acheter tes choses petit à petit. C'est-à-dire tu as l'ambition d'ouvrir dans 10 ans, c'est un peu loin peut-être, dans 2 ans. Ah ben, toi tu veux être menuisier, mais achète ton tissu. Moi là, ça leur niantit l'argent. Acheter et du coup, lorsqu'arrive à terme échu, si vous voulez, vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout. C'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas financièrement, vous n'avez pas ce qu'il faut, mais vous avez déjà tout le matériel. Et il y a beaucoup de structures qui ont été montées comme ça, où les gens ils ont tout le matériel et quelquefois ils n'ont pas assez de ressources, mais ils ont le matériel. Oui, mais ils se mettent au travail. Excusez-moi, mais on distribue la parole. Céline d'abord, je vais répondre à la question sur l'ambition. Non, je ne te lâche pas. Oui, je t'avais coupé. Oui. Ta question, c'était quelqu'un qui se trouve lancé comme ça dans le bain de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il a de l'ambition? Même après les 3 ans, mais est-ce que nous, localement, les 3 ans, les 3 ans, la période critique pour une entreprise, est-ce que nos chefs d'entreprise ont de l'ambition? Moi, j'ai du mal à croire qu'un chef d'entreprise, que quelqu'un est lancé comme ça, sans le vouloir, en tout cas, dans une carrière d'entrepreneur. Ça reste, de mon point de vue, ça reste quand même un choix, quel qu'il soit. À partir je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais l'ambition, elle se construit justement dans le cadre de son activité d'entrepreneur. Donc selon toi, elle se construit? Oui, elle peut se construire. On peut ne pas l'avoir au départ parce qu'on n'a pas, comme tu disais, forcément choisi, même si j'ai un peu des doutes sur ça. Mais quand on y est, on a fait un choix quelque part. Donc on décide de pérenniser son activité et l'ambition se construit petit à petit. D'où l'importance effectivement d'être avec un réseau, de rechercher, d'être accompagné, d'être dans un réseau. Voilà, je vais redire ce que je disais tout à l'heure, mais c'est exactement ça. On ne peut pas se dire que, voilà, j'ai créé mon entreprise, j'ai démarré, et puis ça va se faire tout seul, je vais atteindre le million, je vais ci, je vais ça. Des fois, non, il y a toute une démarche. Et ce que tu disais tout à l'heure, moi je vais compléter en disant qu'une création, ça se prépare. Je ne vais pas dire aujourd'hui, dans 2 mois, je suis chef d'entreprise. Je vais préparer, c'est toute une démarche. Il faut définir sa vision, il faut définir sa mission, ses objectifs, sa stratégie de commercialisation, son business plan, son état prévisionnel. Enfin voilà, ça se prépare. Il faut qu'on arrête de vouloir dire que tout le monde peut être entrepreneur, déjà. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est clair. Maintenant, quand on décide de l'être, on met les choses en place pour y arriver de manière concrète. Alors, je vais reposer ma question. J'ai pas compris la question. Non, j'ai l'impression de vivre sur Mars. Vous allez me dire. Oui, en Guadeloupe, oui. Regardez bien les choses. Vous êtes dans des villes, la montagne, Anse-Bertrand. Un type vient, il monte un restaurant familial, ça tourne. Beaucoup de couverts, ça marche. Tu reviens 15 ans après, et même côté-là, il n'a jamais imaginé étant de faire un nouveau ou bien faire autre chose, mettre un petit snack à côté. C'est moi qui rêve ou c'est... Je vous dis, des gens qui ont monté des pizzerias qui tournent, le gars il va s'acheter une belle voiture, il va changer de voiture, il va, voilà, et qui est drivé, machin, mais il n'y a pas cette volonté, alors que vous allez avoir la même chose avec... je ne sais pas, des sirops libanais ou d'autres quelque chose. Non, attendez. Je veux juste qu'on analyse ça. On n'a pas dit que c'est ça pour mon affaire, on n'a pas fait. Il faut l'analyser. Dans d'autres pays, quand les gens sont quelque part et ça fonctionne, on duplique. Boum, boum, boum. Après, vous vous retrouvez avec des chaînes, tout ça. Je voulais juste qu'on analyse ça sur la question d'ambition. D'accord? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que oui. Tout entrepreneur n'a pas forcément, on parlait de vision, la même vision et la même stratégie de développement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en Guadeloupe qui ont
qui ont commencé avec une structure et qui ont développé. Si on prend Moïsa, si on prend Fabienne Youyou, si on prend... qu'est-ce qu'il y a encore? Le Boiripo Service, par exemple. Une petite structure, et puis après, ils ont développé. Si on prend Mororo, mais elle a développé également, d'accord? Tout entrepreneur n'a pas forcément, si l'entrepreneur, son business fonctionne et il ne veut pas, il veut juste rester dans ce positionnement, moi ça me va. Il n'est pas obligé de créer une deuxième structure, sinon on ne ressent pas le besoin. Et surtout s'il sait qu'il n'a pas cette capacité à gérer plus de structures. Parce qu'ouvrir une deuxième structure, c'est plus de responsabilité, c'est plus de délégation, c'est plus de pouvoir financier. C'est s'assurer du savoir-faire. Voilà, tout à fait. Voilà. Et s'il n'est pas convaincu qu'il peut mettre ça en place et pouvoir le gérer, je le dis, reste dans ta structure une et unique, et puis elle fonctionne, et puis basta. C'est ça. On n'a pas forcément... il peut simplement rénover. Voilà. On n'est pas pas obligé de dupliquer. Et je trouve qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de structures locales qui, après, se sont dupliquées. Ils ont eu 1, 2, 3 points de vente. Je reste sur ma fin, moi. Sur les restaurants, alors, moi, 20 ans après, c'est toujours le même cause. Excusez-moi. Je te donne juste un petit point de vue rapide. Je pense que la politique du petit poussé est une belle politique en entreprise. Effectivement, tout le monde n'est pas dévolu à monter des multinationales. Maintenant, ceux qui en ont la volonté, il faut les encourager. Et il faut y aller vraiment un pas après l'autre. Et ne pas... Alors, il y a la possibilité, effectivement, d'acheter tout son matériel en prévision de son ouverture, mais il y a aussi, surtout, j'achète une scie, je commence par aller scier 2 planches, je récupère l'argent pour acheter la plus grosse scie, etc. Ça veut dire que en entreprise, il faut arrêter de faire... Il faut que les gens arrêtent de comprendre, et de croire. Il faut que nous-mêmes, nous arrêtions de leur dire il faut monter, il faut avoir la devanture, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Il faut peut-être aussi essayer et acquérir un savoir-faire qui va emmener de la valeur ajoutée, etc. Donc, c'est vraiment la politique du petit poussé, selon moi, où on sème les petits morceaux de pain et on avance. Moi, je ne partage pas cette... Oui, toi, tu voudrais que tout de suite, ça fasse boum comme aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Je voudrais partager avec vous un post d'une amie qui est très connue, qui a posté ça il y a 2 jours à peu près. Et ça synthétise vraiment le propos qu'on a à l'instant. Alors, je vous dis ça. Tout commence par la volonté. La volonté pousse à la décision. La décision est suivie de la visualisation. La visualisation est affinée par les valeurs. Les valeurs sous-tendent la stratégie. La stratégie déclenche le plan d'action. Le plan d'action facilite l'action. L'action se fait avec détermination. La détermination provoque la persévérance. La persévérance précède les résultats. Les résultats témoignent toujours d'un parcours. Il n'y a pas de parcours sans histoire. Ton histoire révèle ton potentiel illimité. Bravo. C'est qui cette dame? Signé. C'est qui? C'est signé. C'est Madame Conseiller Coquet. Madame Conseiller Coquet. Voilà. Tout ça pour dire, je laisse Conseiller dire. Je veux dire que tout ce qu'on a dit est bien, mais à chacun son parcours. On n'est pas cloné. Mais réfléchissons sur les filières de développement de notre territoire. On ne peut pas avoir un cordonnier à Bastère, un cordonnier à Baïf, un cordonnier à Vieux Habitants. Alors on va réfléchir sur le métier de cordonnier, mais aussi la fabrication de chaussures, le cuir, etc. Et on va développer notre territoire, d'accord? Mais je rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, M. Moïse, notre invité, et il disait, il n'y a plus qu'à réfléchir, s'asseoir. Depuis qui temps nous a dit ça? Alors moi, je vais mon défi là, parce qu'il faut bien avancer, on est là pour ça. On a déjà trop dit qu'on avance. Est-ce qu'on peut fixer une date dans l'année, qui sera le jour où on va s'asseoir pour réfléchir à notre territoire? Par exemple, nous avons fêté l'Ascension, le Ouège ou de l'an, nous pouvons fêter quand même. Nous avons un jour. Et nous avons 6 ans pour réfléchir pour nous. On peut appeler ça le jour de l'entreprise? Par exemple. Je ne sais pas, c'est une proposition. Chacun dans son secteur d'activité. Tout à fait. Mais bien sûr, tout à fait. Non, le réseau. Voilà. Le réseau. Mais prenons un jour, parce que chaque fois on dit ça des années, depuis 50 ans on entend ça. On nous paye. La semaine prochaine, on en parle? On en parle. Bon, on va revenir sur nos invités. On va montrer un peu ce qu'ils font. Est-ce que tu peux mettre des illustrations d'abord, Céline, ce qu'elle nous propose, s'il te plaît, Yann.
Excelsia Consulting. Gardons espoir, il va y arriver. Excelsae. Tu vois, mais c'est compliqué quand même. Excelsae. Mais qu'est-ce qui est difficile dans ça? Excelsae? Tu n'as pas fait de la terre? Non, pas J'ai fait. pas eu cette chance. Il n'a pas fait ça. Moi, j'étais plutôt technique, tu vois. C'est pour ça. Bon alors, qu'est-ce que tu proposes? Donc Excelsae Consulting propose, comme c'est mentionné sur le flyer, la gestion du conseil, de l'accompagnement destiné aux chefs d'entreprise et aux porteurs de projets. L'idée étant de les mener vers l'excellence. Donc, nous pouvons gérer à leur place, les conseiller et les accompagner dans leur développement. C'est quoi ta démarche particulière? Tu dis, ne vous souciez de rien. Moi, j'aime bien justement savoir pourquoi te choisir toi. Parce que notre slogan, c'est « Libérez votre performance ». En venant chez nous, le chef d'entreprise se libère de tous les aspects gestion. Paperasse. J'aime pas ce mot. Non, j'aime pas ce mot. Qui est nécessaire et qui est très, très important. C'est pas nécessaire, obligatoire, je veux te dire. Voilà, donc tous les aspects de gestion, administratif, RH, social, voilà. L'idée, c'est vraiment, quand le chef d'entreprise vient chez nous, il n'a plus à penser à rien à ce niveau-là. Pour quel résultat? À part son expertise. Comment la relation avec tes clients sont contents? Les gens que tu as depuis que tu suis. Jusqu'à maintenant, les clients sont contents, ils sont satisfaits, justement, ils se sentent libérés. J'ai des clients où c'était vraiment de la phobie administrative, mais la vraie phobie. J'ai une cliente en pleurs devant moi, juste au moment où je lui ai dit je peux vous aider, elle s'est complètement relâchée et puis les larmes ont coulé parce que ça existe, la phobie administrative, la vraie. Donc voilà, c'est vraiment aider. Nous sommes vraiment dans cette démarche d'aide pour permettre aux chefs d'entreprise de souffler et de se consacrer donc, il y a quasiment uniquement à son expertise et au développement commercial de sa société. Il y a une dimension psychologique, tout à fait, puisque bon nombre de ces chefs d'entreprise sont très embêtés par cette partie, ce volet, de leur activité, soit parce qu'ils ne savent pas faire, ils n'ont pas envie de faire ou ils n'aiment pas faire. Et souvent, il y a une part de honte également. On n'ose pas dire je ne sais pas faire ou ça m'embête en fin de compte, je mets de côté, mais je n'ai jamais le temps de faire puisque j'ai mon activité au quotidien. Et quand le week-end arrive, c'est surtout parce que j'ai envie d'aller faire. Quel numéro de téléphone? 05 90 57 04 94, c'est le fixe, ou mon portable, 06 90 75 91 69. Voilà, on pourra aller te voir juste après avoir été mangé chez M. Girard. Gospel Café, c'est quoi? Moi, j'aime bien le nom simplement, Gospel Café. Ça oui, mais c'est-à-dire, donc c'est vrai que je me situe près d'un collège. Tu peux mettre l'image? Ouais. Je me situe près d'un collège. C'est vrai que j'aurais voulu choisir ailleurs et peut-être, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire ce que je voulais faire. Moi, j'aime beaucoup le gospel et je voulais apporter autre chose à ces élèves, puisque je les voyais bien avant d'ouvrir, je les voyais passer dans la rue et souvent avec d'autres types de musique. Un peu les fesses en l'air, machin, putain, vous voyez, etc. Et je me suis dit, je vais emmener autre chose, je vais emmener du gospel, quelque chose qui va les habiller un peu. Voilà, ça va temporiser tout le monde et ça va les habiller, entre parenthèses. Donc du coup, quand ils arrivent, quand il y a un peu de gospel, ça apaise les gens. Donc voilà. Après, au niveau, comment ça s'appelle encore, repas, donc on propose des choses qui sont, surtout que je fais à manger le midi, donc des repas assez équilibrés. Et c'est vrai qu'il y a la partie aussi snack, donc où nous avons tout, quoi, si vous voulez, comme sur l'image, enfin, tout ce qui est agoulou, etc. Donc nous faisons tout ce qui est boulangerie et tout ce qui est pâtisserie aussi. Il y a des concerts aussi? Donc on a déjà fait, mais là à partir des vacances, puisqu'on attend la fin des vacances. Et à la fin à la fin de l'année scolaire plus ou moins. Donc à partir des vacances, oui, il y aura des concerts le samedi soir et karaoké le samedi soir. C'est à Bois-Ripaud et les Abîmes en face du collège Alexandre Isaac. Très bien. Voilà. Ton numéro de téléphone? Numéro de téléphone 06 90 84 97 63. Sandrine, quel rendez-vous tu donnes à ceux qui nous regardent? Alors, le rendez-vous que je donne à ceux qui nous regardent, c'est un partage d'expérience autour de l'entreprise et de cette passion qu'est l'entreprise. Donc, en partageant
sous des aspects de coaching. Parce qu'en fait, il me tient à cœur de démystifier un peu tous ces préconçus, tous ces préjugés qu'on a vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, je reçois sur rendez-vous nouvellement, depuis peu, sur la zone, pour des partages d'expérience. Vraiment pour partager mon expérience et permettre, parce que je me suis rendu compte qu'en discutant avec les gens, leur partageant moi ce que j'ai vécu dans l'entreprise depuis maintenant plus de 20 ans, ça aide énormément. Et j'ai eu quelques retours me disant, mais écoute, merci parce que tu m'as permis de créer, je vois les résultats. J'ai accompagné aussi par le passé en création d'entreprise et je me rends compte que les gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui a fait avant et qui leur partage une expérience, qu'elle soit bonne ou moins bonne, parce que j'ai aussi des expériences un peu Mais les échecs font partie aussi. Et ça fait partie de la vie même de l'entreprise, oui, tout à fait. Qui est de la faire naître et de la... Voilà, de l'achever. Non, on ne va pas dire ça comme ça. Voilà. Mais de volontairement ou involontairement la voir mourir, puisque c'est un cheminement normal. Voilà. Voilà. Bon, cette émission, elle est mourue. On n'a pas le temps de donner des petites... Vite, parce que Yann... Ok, alors l'activité économique est très très riche en ce moment et je voudrais faire un clin d'œil à 3 opérations. Donc le 23 mai, il y a une opération qui s'appelle Level Up, donc dont le thème c'est chaîne brisée et finances libérées, on en parlait tout à l'heure. C'est une invitation selon les organisateurs à passer à un niveau supérieur. Donc c'est la première édition et il sera question d'échanger sur les blocages face à l'émancipation financière. Donc, ça se passe à la Part 2.0 à Petit Pérou. Donc, c'est le 23 mai à 18h30. L'entrée est gratuite. Un numéro de téléphone, le portable, le 58 50 55. 58 50 55. Donc, une opération qui s'appelle Level Up, où il est question d'éducation financière. Le 25 mai, il y a une conférence qui se tiendra au World Trade Center, dont le thème c'est les potentiels économiques en Guadeloupe après la crise. Donc, ce sera animé par Pierre-Yves Chéco et Alain Morin, 18h au WTC. Le 25 mai. Et puis, une opération que je trouve particulièrement intéressante, qui est organisée par l'association Like a Boss, c'est les 9 et 10 juin, qui s'appelle Boot Up Experience. C'est le premier salon des entrepreneurs de Guadeloupe. Donc, c'est une invitation à rencontrer des entrepreneurs, et on parlait tout à l'heure de personnes inspirantes, impactantes, à rencontrer des entrepreneurs locaux, nationaux et internationaux, qui vont partager avec les participants leur expérience et les aider à réussir leur projet. Donc, 40 conférences, des témoignages, des ateliers. Les personnes auront également la possibilité de pitcher et d'avoir le retour, d'avoir le feedback des organisateurs. Donc, c'est organisé par l'association Like a Boss et un numéro de téléphone qui est le 06 90 58 98 49. Dernier clin d'œil. Vite. Félicitations à toutes les présélectionnées du concours BioBoss. BioBoss, c'est un concours pour les femmes entrepreneurs de Antilles-Guyane. Donc, il y a une étape Antilles-Guyane comme au niveau national. Et donc, la présélection aura lieu le 24 mai. Donc, félicitations à elle et puis bon courage à elle. Et on va les recevoir ici, tu les invites ici. Ah ben, ce sera bien. Et puis surtout, félicitations à Claudie Lombion. Voilà. Claudie Lombion. Oui. Claudie qui organise ce concours BioBoss. Bravo, et qui permet aux entrepreneurs locaux de présenter leur projet. Les lauréats, tu les invites. Sans problème. Ça marche. Grâce à Claudie. Voilà. Bon appétit à vous qui nous regardez. Merci de votre participation. Merci à l'homme qu'on appelle Yann, toujours au top dans son travail. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine. Non? Avec la proposition de Francémy. Oui. On va développer. Voilà. Merci à vous tous. Merci encore. Allez, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Merci, au revoir.